Bonjour à tous. Voilà, je vais essayer d'échanger un petit peu avec vous effectivement une vision sur la mobilité, sur ses impacts dans la ville ou vice-versa, sur les impacts de la ville sur la mobilité. Donc, je vais essayer de commencer cette présentation par une citation, tout simplement. J'y reviendrai, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça me fait penser à l'état des mobilités. Et je l'ai vu d'ailleurs ce matin au travers des différentes présentations. C'est qu'on voit que le secteur, en fait, il est en pleine et en énorme effervescence. Et ce secteur est complètement mobile. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et on va essayer d'y voir clair, en quelque sorte, de faire une sorte d'arrêt sur image dans quelque chose qui est finalement, et je détourne la citation du capitaine Nemo, vous avez reconnu le Nautilus et Jules Verne, puisqu'on vient de Nantes, je me disais que c'était la bonne idée, et c'est finalement mobilis in mobili, donc mobile dans l'élément mobile. Et ça me fait penser aussi à la révolution des mobilités. Moi, c'est une vision qu'on essaie de porter. C'est justement ces éléments, une ville mobile, pourquoi pas, au sein de la mobilité. Il y a plein de choses à penser, plein d'interactions à trouver, et on va voir que c'est pas si simple et qu'il faut essayer de penser peut-être de manière un peu systémique. D'abord, un design lab. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que c'est qu'un design lab, et en particulier un design lab sur la ville durable? Donc on est une école de design, c'est l'école de design Nantes Atlantique. Un petit clin d'œil, parce qu'il y a des personnes qu'on connaît bien ici qui viennent bosser avec nous. Si, Robert, tu es bien ici. L'idée, c'est de bosser et de mettre directement en réseau les professeurs. Il y a un certain nombre de profs aussi qui sont là aujourd'hui. Des étudiants et également des professionnels qui viennent pour travailler avec nous sur différents sujets avancés qui peuvent nous aider à dessiner la ville de demain. 3 fonctions dans ce design lab, parce que le design lab, c'est aussi réinterroger le design, c'est aussi le remettre un peu dans tous ses états, le re-questionner. Et finalement, il y a 3 fonctions qui sont de décrypter. Et on a des partenaires qui sont divers et variés, qui viennent parfois nous faire des décryptages de grandes infos, des experts qui sont là. On a également de l'expérimentation, et on a la chance d'avoir des partenaires aussi divers que PSA, SNCF ou EDF, qui est un des grands acteurs de la mobilité. Et puis, du moins de la mobilité de demain, et puis de diffuser ces nouvelles pratiques du design à travers des réseaux européens par exemple, à travers un programme Interreg, mais également des réseaux scientifiques, presse universitaire de France, etc. Le but du jeu, c'est de savoir, de mettre le design dans tous ses états et de savoir ce qu'il peut nous dire et ce qu'il peut nous amener sur la ville de demain, et je vais essayer de vous en faire une présentation. Déjà, ce qu'on peut remarquer, et je vais reprendre pas mal d'infos en fait, qui ont été données ce matin. Moi, j'ai été vraiment intéressé par ce qui se passait ce matin sur la ville, sur ses impacts. Il y a un basculement total du modèle. Pour moi, je pense que maintenant, il va être temps de sans doute payer l'addition, c'est-à-dire qu'il y a une expansion, une extension de la ville. Voilà, une extension qu'on appelle l'étalement urbain, qui n'est pas un mouvement du passé, qui est un mouvement qui est toujours en cours, qui continue, voilà, j'hésite pas à le dire, en particulier à Nantes, on en voit un certain nombre d'effets. Eh bien, au bout d'un moment, il y a quand même des effets induits qui sont qu'il n'y a plus de place, tout simplement, à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étaler sans arrêt. Et finalement, si on étale sans arrêt, eh bien, il va se passer ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle des désordres métaboliques. Je prends cette citation à mon ami Carlos Moreno, que vous connaissez sans doute, et donc c'est ces embouteillages, cette pollution, ces villes qui n'avancent plus, ou encore des choses totalement absurdes comme des autoroutes en centre-ville. Ça, c'est la logique ultime, finale, et c'est le signe, pour moi, qu'on est arrivé au bout d'un modèle. Je prends la responsabilité des propos que je tiens, évidemment, parce qu'on m'a demandé d'ouvrir aussi une table ronde, donc ça permet aussi d'ouvrir un débat. Mais pour moi, voilà, on est au bout d'un modèle foutu par avance. C'est-à-dire que, voilà, on a beau se voiler la face, là, je pense que ça ne peut plus durer de la sorte, et qu'il y a d'autres façons d'inventer la ville. Il y a aussi quelque chose, voilà, c'est très sensible. Il y a aussi quelque chose qui est très important, j'en parlais tout à l'heure, avec les collègues d'Enedis, avec les amis d'Enedis,
c'est ce que j'appellerais un energy crunch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'une grosse voiture de 1,5 tonne pour trimballer une seule personne, ça n'est plus absolument plus viable, voire même complètement déraisonnable, voire même complètement idiot et absurde. Donc, l'energy crunch, c'est ces espèces de, de mouvements, de mobilité, etc., qui, quoi qu'il en soit, ne pourront plus durer. C'est-à-dire que je pense qu'Enedis en parlera, on n'aura pas de l'énergie indéfinie, on n'aura pas non plus le temps de l'énergie facile à extraire, facile. Je pense que c'est quelque chose d'assez fini et qu'il faut penser avec cette contrainte très importante sur la ville, mais également sur la mobilité. Si on oublie cet élément-là, finalement on se plante complètement. Comme ça, vous savez ce que je pense des voitures volantes et de Ubercopter. 3 catalyseurs de la mobilité. En fait, il y a 3 gros catalyseurs qui semblent importants, qui sont des impacts majeurs. Cette fameuse énergie donc intermittente, qui va sans doute qui est aussi comment est-ce qu'on va faire pour la gérer, pour l'emmener. Donc ça, c'est une vraie question. Il y a également un problème d'espace. Là, je prends l'image de Sidewalks Lab, mais c'est un vrai problème on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus amener peut-être une très grosse voiture en centre-ville ou quoi que ce soit. Donc, il faut s'adapter à un moment à ces contraintes d'espace. Et de toute façon, on a un problème de coût, on a des problèmes divers et variés. Donc là, c'est la 3e contrainte extrêmement importante, c'est s'adapter à l'espace. Et souvent, et ça m'a assez frappé dans ce que j'ai vu ce matin, je me permets, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait lié au secteur, c'est qu'on a parfois des projets un peu hors sol ou des projets qui sont pensés juste autour du véhicule. Et je pense que c'est l'articulation un peu de tout qui fait la réussite, j'y reviendrai. Et enfin, évidemment, quelque chose de très fort qui impacte très très fort la ville et les mobilités, c'est le numérique. Le numérique, ça c'est Uber, hein, c'est ce qui explique qu'Uber vaut très cher aujourd'hui. C'est que Uber a des modèles et une connaissance absolument unique de la façon dont fonctionnent les grandes villes, des besoins, des pics d'affluence, etc. Et donc, le numérique comme modèle de connaissance, comme modèle aussi à partir de connaissances, d'éléments de partage des véhicules, etc. Et là aussi, c'est un des impacts majeurs. Je pense que derrière le numérique, vous voyez, il y a une innovation, mais derrière, il y a d'autres valeurs sociales qui vont arriver sans doute derrière, qui sont tout autour de l'économie du partage. C'est comme si le numérique pouvait finalement aider au partage du véhicule. Donc tout ça, vous voyez, le partage, le manque de place, mais également le manque d'énergie, pour moi, c'est les 3 drivers de la mobilité du futur. Évidemment, il y en a peut-être d'autres, hein, mais je vois ces 3 drivers comme étant particulièrement structurants, impactants, pour reprendre la terminologie d'ici, sur la mobilité du futur. Voilà, ces 3 éléments de la ville, quelque part, et de la vie même, hein, en règle générale. Et finalement, j'en déduis un optimum de la ville durable, peut-être. Hein. Après, évidemment, ça n'est qu'un raisonnement critiquable. Optimum de la ville durable, c'est le bon transport, au bon endroit et au bon moment. Et c'est pour ce qu'on pourrait appeler une forme de mobilité, évidemment. C'est ce qu'on appellerait la mobilité. Et donc, la question, c'est de trouver le bon transport, le bon dimensionnement, au bon endroit. Ben là, c'est aussi avec le numérique, etc., et puis avec les bonnes personnes, et puis au bon moment. Et finalement, tout ça, ça va amener à un scénario que j'appellerais paradoxal. Et ça, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup suivi les questions de ce matin. Je ne me rappelle plus de l'interface Evals, je crois. Sur Evals, il y avait beaucoup de questions sur lesquelles on aurait pu rebondir. Et finalement, on pourrait dire que tout ça, ça va conduire à un arrêt des mobilités. Et finalement, je pense qu'à chaque fois, la nature nous réserve ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Des boucles de rétroaction, c'est sur un système complexe et sur un système biologique. En fait, c'est des effets complètement inattendus. Et finalement, numérique, on pourrait s'attendre à ce qu'on travaille beaucoup plus à distance. Et en fait, c'est complètement faux. L'effet, c'est même un effet inverse, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus se déplacer
peut-être liées au numérique parce qu'on va travailler beaucoup plus facilement. Moi, j'en suis le premier, je travaille entre la Corse et Nantes très souvent. Voilà, on se déplace de l'un à l'autre beaucoup plus facilement, on communique de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Donc, il y a un scénario paradoxal derrière tout ça qui est en train de se passer, c'est l'explosion de multimobilité qui va poser un problème, évidemment, qui est ce qu'on appelle, alors poser un problème, en tout cas qui va générer des éléments autour des micro-mobilités, et puis tout ce qu'on a vu dans Disruption, je crois, c'était Disruption, tout ce qu'on a vu, tous les moyens de mobilité, etc., plus géniaux et importants les uns que les autres, d'ailleurs, et chacun qui va correspondre à une petite série, à des petits besoins, le bon transport au bon endroit, au bon moment. Et tout à l'heure, on disait ça aussi, il n'y a pas une généralisation, il y a tout simplement une adaptation suivant les besoins, et c'est ce qu'on pourrait imaginer. Il va pas, je ne crois pas à un transport de masse, en fait. C'est comme si on avait tapé un grand coup de masse sur l'automobile et qu'il allait sortir finalement tout un tas d'éléments. Alors, ça pose la question du transport lourd, tout ça. Le transport lourd, on y a beaucoup réfléchi avec Robert et ses équipes, Robert Dumortier et ses équipes de la SNCF, mais également avec la RATP. Ces transports lourds, finalement, seront plutôt des transports plateformes. C'est ce qu'on pourrait aussi imaginer. Explosion des micro-mobilités, avec, à un moment, arriver dans un transport plateforme qui va pouvoir transporter du fauteuil roulant, parce que c'est une micro-mobilité qu'il faut évidemment prendre en compte, jusqu'aux trottinettes, bagages, valises, etc. Donc il y a cette modification complète du système de transport qui est finalement un système bien figé et bien fixé. Ça, c'est le projet SwitchMe qui était intéressant. Merci Robert d'ailleurs pour nous avoir permis de diffuser cette image, qui est une réflexion de 2017. Et donc ici, c'est comment dans un train, finalement, on va pouvoir, il y a une réflexion en cours à la SNCF, on peut le dire, comment on va pouvoir finalement mieux intégrer ces différents modes de mobilité, mieux intégrer finalement des bagages, mais aussi la planche de surf, un mode de mobilité comme un autre, mais des sacs et également des vélos, etc. Comment est-ce qu'on va repenser l'intérieur, le réaménagement des trains, etc., pour avoir ces trains plateformes. Donc vous voyez, c'est pas, il y a quand même des grosses mobilités qui sont toujours présentes et extrêmement structurantes sur un territoire. Enfin, pour moi, j'allais dire le fiasco du free floating que vous connaissez, qui est en cours. Là, il y a voilà, on s'aperçoit qu'on ne peut pas penser finalement un élément sans l'infrastructure. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'élément manquant que je trouve aujourd'hui d'un point de vue extérieur, mais encore une fois, on parle ici d'impact, mais c'est qu'on ne pense pas à ces systèmes, villes, etc. Je ne vois pas, par exemple, où est-ce qu'on va pouvoir récupérer peut-être un élément qui se balade avec un drone dans une ville, etc. Comment ça va s'intégrer, pourquoi, quelle stratégie, etc. Et ça pourra conditionner finalement le design de l'objet. Donc, il est absolument vital de penser justement, de penser à articuler l'infrastructure et tous ces éléments pour éviter un certain nombre de fiascos, de repenser aussi une infrastructure sans doute adaptée à des mobilités douces. Ça va poser plein de questions parce que ça va bouleverser finalement le code de la route complet, voire même les usages et les codes sur la route. Et puis évidemment, ce que je vois assez fortement venir, c'est que la station service du futur ou la borne Enedis, EDF ou que sais-je encore, il y a tout un tas peut-être de services qui vont se structurer et s'agglomérer autour. On réfléchit également sur un quartier démonstrateur, ce que je vous disais, à des nouveaux codes de la rue. Ça, c'est un projet qui intéresse aussi la Croix. C'est quoi la signalétique de demain, finalement, quand il y a des micro-mobilités, des trottinettes, etc. Ça va peut-être pas être le panneau, la Croix très lourd qu'on connaît en vis et boulons, etc. Il y a peut-être d'autres façons de suggérer, finalement, des croisements de mobilité. Bref, vous voyez comment tout ça, en fait, la mobilité impacte la ville et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on va parler, moi j'aime bien parler de mobilité, mais en fait je parle plutôt de design urbain global. Et donc de système intégré global de l'objet, mais également de ce qui l'entoure. Et je pense que ça peut être quelque chose à penser en forme de système intégré, stratégique, léger, etc., qui puisse arriver.
Alors évidemment, la tendance, on en a parlé ce matin avec les pods, il y a une tendance de véhicules spécialisés, des plateformes, et je vais revenir sur ces véhicules spécialisés et plateformes. Hein. Je ne reviendrai pas sur les pods, hein, qui sont effectivement intéressants. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que finalement les constructeurs automobiles, c'est beaucoup autour des plateformes. Voilà, autour d'intelligence artificielle aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement, et ça c'est une réflexion qu'on a eue avec la Poste, assistant livraison, ça c'est l'assistant livraison facteur. On voit comment finalement dans cette mobilité en centre-ville, vous voyez, on parle beaucoup de voitures autonomes. Moi j'aime bien parler de robots suiveurs, ou de robots qui peut aider ici. On avait réfléchi, et ça c'est un prototype qui va sortir très bientôt. Alors celui-là il existe déjà, il est déjà en service, mais on a un peu amélioré les choses. Vous voyez, il y a un chariot en fait ici, Efficycle, une base, et ici un module qui permet à la fois de se servir, mais qui pourrait aussi se servir, pourquoi pas, de mobilier urbain quelque part, pour pourquoi pas poser des colis ou se poser, etc. à un moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est dans quelque chose d'important qui est véhicule mobilier. Ici, on a l'exemple même de finalement du mobilier qui peut, pourquoi pas, se déployer. Hein. C'est des réflexions qu'on a en cours. Et vous voyez cette idée aussi du bon véhicule au bon endroit, à la bonne dimension, dans le centre-ville, avec la bonne plateforme. Voilà, ça c'est projet assistant livraison facteur. Il a dû changer de nom, mais on voit bien comment la mobilité finalement se déploie en objet spécialisé, mais en chariot finalement tout à fait standard. Et alors là, on va encore plus loin. C'est que ces objets spécialisés, vous voyez, ça peut être tout à la fois ici sur un camion, on parlait tout à l'heure de containers, etc. Alors j'espère qu'on se déplacera dans des trucs un peu plus fun que des containers. Des éléments après qui viennent se plugger peut-être sur une voiture, et peut-être après, derrière, arriver très facilement jusqu'au centre-ville via un vélo ou que sais-je encore. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel système d'attache peut-être pour aller de l'un à l'autre. Comment est-ce qu'on rend tout ça interopérable, et interopérable également sur la voirie. Je ne vous ai pas montré la suite, c'est un petit projet sur lequel on travaille, mais comment ça, finalement, ça pourrait peut-être se coller en tant que mobilier sur la voirie pour un artisan ou que sais-je encore. Évidemment, on pose ici des questions, on pose des scénarios qu'on explore pour le futur. Donc effectivement, je me pose beaucoup de questions. Moi, voilà, c'est le positionnement des constructeurs sur la chaîne de valeur et en tout cas la nécessité d'intégrer au mieux tout ce système. Alors, il y en a beaucoup qui disent, effectivement, derrière, vous voyez, il y a cette explosion des micromobilités, et puis il y a un effet paradoxal autour de la ville qui est ce qu'on appelle la démobilité, c'est-à-dire arrêter de se déplacer. Et ça, arrêter de se déplacer, on voit bien comment il peut y avoir des lieux, finalement, centraux, qui vont permettre d'agglomérer des ressources. C'est-à-dire que c'est pas... en gros, l'idée est la suivante, c'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure ou le territoire de la demi-heure. Ça, c'est des travaux qui sont menés par Carlos Moreno sur une chaire entreprise, territoire et innovation à la Sorbonne. Et donc l'idée, c'est finalement d'avoir à un quart d'heure de chez soi ces différentes fonctions sociales de base. Et on ne considère pas la mobilité comme une fonction sociale. C'est assez intéressant. On la considère comme un moyen. Et finalement, travailler, bon, pourquoi pas, s'approvisionner, être en forme, apprendre, s'épanouir, habiter. Vous voyez, c'est les 6 fonctions sociales qui sont jugées comme étant assez déterminantes. Et le but du jeu, en fait, c'est peut-être ou de les avoir à proximité de chez soi, pourquoi pas, ou alors, dans l'autre cas, c'est de les amener via des éléments de mobilité à proximité de chez soi. Ce qui pourrait donner dans les villages, je crois que c'était Stéphane Le Foll qui en parlait, ne pas oublier les villages aussi dans ces solutions de mobilité, ce qui pourrait amener finalement d'amener un certain nombre de services. Vous savez, le légumier qui venait vous livrer, il y a peut-être d'autres modèles à trouver évidemment, mais ce modèle-là, c'est quelque chose qu'on veut expérimenter dans un projet qu'on appelle Objectif Rural, qu'on mène avec EDF, La Poste et la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Et c'est cette question de comment est-ce qu'on peut peut-être amener du service finalement dans des villages, dans la périphérie, etc. Comment est-ce que ça pourrait trouver une raison d'être.
ça pourrait, pourquoi pas, être le futur rôle du facteur, quelque part, qui vous amène aussi un service un peu global. On peut imaginer toutes sortes de choses et toutes sortes de nouveaux modèles économiques qui pourraient être assez intéressants à plugger derrière. Vous voyez donc comment la mobilité peut, quand elle est pensée de manière globale, finalement, peut venir résoudre. En tout cas, la question fondamentale aujourd'hui sur la ville durable, je vous invite à vraiment réfléchir autour de ça. Ça, c'est l'OCDE, c'est beaucoup là qui adoptent cette terminologie. La ville du quart d'heure. Donc comment, non pas je me déplace jusqu'au service, mais peut-être le service, finalement, peut venir à moi. Un défi, pour moi, c'est celui que je vous lance peut-être, c'est dans ce cadre-là, c'est comment vous reliez finalement le bâti, travail, habitat, et les services de mobilité. Et c'est vraiment cette question-là qui peut être particulièrement intéressante, comment on amène finalement des services à domicile, etc. Comment on fait comment on voit peut-être la mobilité autrement que sous le spectre d'une mobilité individuelle ou que sais-je encore. Voilà, tout ça pour dire et pour conclure que finalement il y a une révolution des mobilités qui est en cours. Bien malin saura qui saura quel va être le futur. Il semble que, en tout cas, on va vers une explosion des modes de mobilité. Mais il y a quelque chose que j'apprécie, moi, ici, dans cette conférence. C'est l'importance d'avoir cette conférence, c'est qu'il y a quand même des choses qui m'ont fait rêver. C'est-à-dire le truc de Ital Design en bas, là, dès qu'on arrive, le drone, etc. Enfin, c'est une petite merveille. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que quand on doit designer quelque chose, quand on doit designer ce futur moyen de mobilité, on doit designer quelque chose qui doit nous faire rêver et qui doit nous faire sortir de la dualité peut-être voilà, l'effondrement, etc. Ben non, on peut encore faire des choses plutôt sympas ou de la smart city hyper connectée, etc. Parce que vous voyez bien qu'il y aura plein d'effets différents et plein de façons. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ici, au Mantec, je me permets, mais c'est qu'on construit un récit, en fait. On construit un récit assez positif, et ce qui est important, c'est voilà, d'essayer d'expérimenter tout un tas de choses, et finalement, de ne pas se dire, ah bah tiens, ah là, c'est pas possible, etc. Et c'est de se plonger vers de nouvelles expérimentations. Et ça, c'est un truc très important, c'est que j'en profite pour vous signaler ça. J'ai eu la chance d'intervenir dans des villes et une commission de France Urbaine qui est une commission autour de l'expérimentation. Et il y a des adjoints au maire à l'innovation et même des cellules innovation qui font ce qu'on appelle les City Labs et qui sont très très preneurs de venir tester justement ces différents modes de mobilité, tester les effets, etc. Et il est très important de créer ces nouveaux partenariats, de penser à ces nouveaux partenariats pour justement expérimenter peut-être un maximum de choses et les évaluer de manière sérieuse. Et parce qu'aujourd'hui, forcément, on est obligé, dans les 10 ans, de changer de modèle de mobilité radical. Voilà. Merci de votre attention.